On n'est pas bien là, non? Salut à tous les cracks du football anglais, c'est All-in PL. Première vidéo sur cette chaîne YouTube pour discuter de la deuxième journée de Premier League à travers les clubs du Big Six. Je suis moi-même fan de PL comme j'imagine la plupart d'entre vous, fan d'Arsenal. Je sais qu'on n'est pas la communauté la plus appréciée, cependant j'essaierai de rester le plus neutre et objectif lors de mes débriefs, même si mon avis de supporter prendra toujours un peu le dessus. Je vous laisse avec cette intro, et ensuite on discute ensemble de ce qui s'est passé sur cette deuxième journée. On va parler donc de cette deuxième journée de Premier League dans un ordre chronologique parce que Ferrare, elle s'est déroulée sur 4 journées. On a commencé vendredi avec West Ham-Chelsea pour finir hier soir avec un match exceptionnel qui a été Newcastle-Liverpool. Mais pour revenir sur ce premier match qui était West Ham-Chelsea, match plein de buts. On a eu 6 buts au total, un Chelsea en mode rouleau compresseur, 3 buts sur corner quand même je crois, donc finalement Arsenal pas le seul corner FC qui existe. On va revenir un petit peu en détail sur déjà l'implication qu'a pu avoir Chelsea à dérouler son plan de jeu, mais surtout la faiblesse de West Ham. Vraiment West Ham depuis la saison dernière déjà c'est catastrophique. Ils se prennent branlé sur branlé, des 6-0 par-ci, des 5-1 comme il s'est passé vendredi. Ils ont vraiment du mal à renouveler leur effectif, d'ailleurs ils l'ont quasiment pas renouvelé. Ils ont eu 2 arrivées gratuites, ils ont eu Malik Diouf qui est arrivé pour 22 millions je crois, et le petit Hermansen, donc le gardien qui vient de Leicester, dont il va falloir qu'on parle. Donc tout simplement le match il commence par vraiment classique, les deux équipes pendant les 5 premières minutes ont le ballon à peu près de façon équitable. Sur une sortie de balle de Chelsea, le petit Estevao donc, qui a été mis titulaire sur ce match malgré le fait qu'il ait 17-18 ans, je sais même plus, qu'il soit ultra jeune, il tente une talonnade, normal t'es jeune, bon t'as envie de t'exciter un petit peu sur un terrain, je comprends tout à fait. Par contre malheureusement ça revient dans les pieds de Diouf et il transmet directement à Paqueta qui est pas du tout inquiété. On a Joao Pedro qui est juste derrière lui qui s'éloigne littéralement et Caicedo qui regarde un petit peu ce qui se passe pour venir simplement mettre la jambe mais beaucoup trop tard, mais frappe magnifique, lucarne opposée, but merveilleux. Moi je vois ça, je me dis waouh, le match il est lancé, ça va être fou. Ça aurait pu être complètement dingue, ce match a failli être fou après ce but de Paqueta. Réaction hyper rapide de Chelsea, ils ont tout d'abord une première occasion mais qui est retirée de la tête, un beau centre qui a failli finir dans les pieds d'Estevao juste à côté du gardien. Pour ensuite s'enchaîner sur le premier corner qui va amener un but de ce match. Beau corner tiré par Enzo Fernandez qui arrive sur la tête de Marco Corella. Hop là, petite déviation magnifique qui arrive tout simplement sur la tête de Joao Pedro, qui sera d'ailleurs l'homme du match, et qui va crucifier Hermansen. Bon, là-dessus, pas trop de fautes de sa part. Suite à ça, coup franc pour West Ham, repoussé par Chelsea, mais suite à un gros pressing de Paqueta, il récupère le ballon sur l'aile droite, il transmet à Todibo, Todibo qui remet en retrait, et Füllkrug en 2 temps, pardon, parce qu'il se fait quand même contrer une première fois, qui crucifie le gardien. Problème, Todibo était lui hors jeu, donc voilà, c'est pas reparti comme on l'espérait. Bon, c'est comme ça arrive, mais à ce moment-là, on se dit vraiment le match il est emballé, je crois que c'est à peine, je crois qu'on n'a même pas passé la 20e minute du match à ce moment-là. Et pourtant, bon, annulation, voilà, tout le monde se chauffe. Suite à ça, Estevao, tout seul sur son côté, qui décale, je crois qu'il décale sur Marco Corella, qui décale sur Liam Delap. Déviation, il part tout seul, petit centre, mais magnifique centre, entre le défenseur et le gardien, ce qu'on demande toujours à un centreur, dans les pieds de Neto. Et là, Neto, bon, il a le but vide, hein, c'est facile pour lui. Super but, Estevao, incroyable action. Franchement, le jeune, il m'a épaté sur ce match-là, plein de confiance. Alors, il a fait quelques erreurs, mais après, c'est normal à cet âge-là. Hyper bonne implication, il a toujours la tête levée, il regarde toujours autour de lui, il sait où sont placés ses collègues, et surtout, il propose en permanence. Et ça, c'est super important, et j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de ce jeune. Ensuite, bon, coup franc, enfin corner à nouveau, cette fois je crois que c'est Caicedo, mais grosse faute d'Hermansen. Hermansen qui se préoccupe plus je crois que c'est Pedro, non c'est pas Pedro Neto, c'est Joao Pedro qui passe dans son dos, lui s'occupe de lui et s'occupe de le pousser, alors que Joao Pedro juste fait le tour, ne le gêne même pas, et s'occupe tellement du joueur à côté de lui qu'il en oublie le ballon, il sort un petit peu en retard, et à peine arrive à claquer cette balle, mais qui finit dans les pieds de Caicedo. Bon, grosse faute de sa part, c'est pas la première fois qu'il en fait, il en avait déjà fait contre Sunderland des fautes de main. Bon, voilà, début de saison assez compliqué pour lui,
Il va d'ailleurs refaire à peu près la même chose, grosse faute grosse faute de sa part sur sa sortie de balle sur sur le quatrième but du coup de Chelsea, qui était à nouveau un coup franc, un corner, je vais y arriver. Grosse faute de sa part également sur le troisième corner de ce match-là, qui finira également par un but de Chalobah. C'était ouais, pas fou de sa part. Hermanson, début de saison très compliqué. On sait qu'il vient d'arriver de Leicester. Il faut encore qu'il se fasse à ses coéquipiers, mais ça, c'est des erreurs que tu peux plus faire en première ligue, surtout comme on sait aujourd'hui, comme les clubs sont physiquement impactants dans une surface pendant un corner, c'est devenu vraiment une part à part justement du jeu, les coups de pied arrêtés, c'est vraiment devenu quelque chose, avec Arsenal qui en a ramené beaucoup, avec déjà Chelsea la saison précédente qui avait marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, bon, Chelsea pas du tout été inquiété, malgré le fait d'être à l'extérieur. On connaît actuellement West Ham, qui, à mon avis, va être une des équipes qui va être reléguée cette année. En tout cas, je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient rester en première ligue avec l'effectif qu'ils ont actuellement et avec le plan de jeu qu'ils ont actuellement. Mais voilà, Chelsea, Maresca a fait un super match. Faut noter aussi l'absence de Cole Palmer. C'est pour ça aussi que Joao Pedro et Liam Delap ont été tous les deux mis sur le terrain en titulaire. Alors je pense que Estevao était prévu depuis le début, parce qu'il était sur l'aile droite. Mais en poste de numéro 10, ils ont mis Joao Pedro, donc je pense que c'est dû à la blessure de Cole Palmer. Après, la défense, pas du tout inquiétée. Voilà, match facile pour les Blues de Chelsea, qui honnêtement me font bonne impression sur ce début de saison. Alors oui, face à Crystal Palace, ça a été dur, mais on sait que Crystal Palace, actuellement, c'est une équipe qui joue dur, qui a battu quand même en finale de FA Cup Manchester City, qui a battu Liverpool lors de la première journée avec la Community Shield. Voilà, c'est une équipe qui est très impactante, qui physiquement est très présente et qui est une très bonne équipe, qui peut gêner du monde cette saison, malgré le départ de Eze dernièrement. Je pense que c'est une équipe quand même qui va jouer les hauts de tableau, en tout cas le haut de la moitié de tableau. Et voilà, très beau match de Chelsea, on verra, je crois que la semaine prochaine, c'est Nottingham Forest, non, je dis peut-être de bêtises. Non, Chelsea donc qui va accueillir Fulham à domicile, mais en tout cas, voilà, très beau début de saison de la part de Chelsea, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner pour eux, mais suite à leur victoire en Coupe du Monde des clubs, je pense qu'ils sont partis sur les chapeaux de roue. Deuxième match de ce week-end, City-Tottenham à l'Etihad, à midi heure anglaise, qui, on le sait, est une heure assez difficile en général pour les joueurs qui ont des difficultés à rentrer dans le match au début. En plus, début de saison, belle entame de match qui était assez vigoureuse des deux côtés. Il y avait beaucoup de pressing de la part de City, mais il y avait aussi également beaucoup de pressing de la part de Tottenham. Grosse entrée en matière de la part des Citizens, qui franchement mettaient la pression, récupéraient le ballon haut et étaient plutôt dangereux pendant environ les 10 premières minutes. Mais ensuite, un Tottenham pendant tout ce match, honnêtement, hein, je suis un Gunners, donc ça me fait pas plaisir de le dire, mais un beau Tottenham qui jouait vraiment physique. Ce que City n'a pas du tout réussi à contrecarrer. Ils ont été également très très moyens dans tout ce qui était remise, dans tout ce qui était précision des passes. Énormément de gâchis de la part de City, énormément de passes qui ont fini en touche. On a retrouvé un petit peu le City de l'année dernière, très approximatif dans ses relances, beaucoup de difficultés à imposer son jeu, malgré le fait qu'ils aient la possession, 61% pour eux sur la globalité du match. Mais pourtant, je trouve qu'on les a pas vraiment vus, sauf quelques petites actions, comme celle par exemple de Erling Haaland, où il récupère le ballon et réussit à faire une passe à Marmouche, qui au lieu de piquer son ballon, tire en force sur Vicario. Mais en dehors de ça, voilà, un City qui a vraiment pas réussi à emballer le match dans son sens. Par contre, Tottenham, ils ont été, mais ça me fait mal de le dire, hein, mais ils ont été vraiment agressifs sur le porteur, et surtout, ils avaient le bon rythme. Ils ont réussi à imposer leur rythme dès qu'ils avaient le ballon, à être vraiment très directs en direction donc, des cages de City. Ils ont vraiment pas eu de difficulté à contrer les actions de City. Van de Ven, super match. Palinha au milieu de terrain, excellent. Lui, comme prêt, ils ont chopé une pépite. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Richarlison qui fait encore une fois son match. Après le match déjà, le match de la première journée avec son doublé, notamment son merveilleux ciseau. Voilà, il ressort encore un super match avec une passe décisive, si je dis pas de bêtises, qui donne à Brendan Johnson. Je crois que c'est le premier but du match. 2-0. Moi, ce que j'en dis, c'est que City, ça me fait peur. City, ça me fait peur cette année. J'ai l'impression qu'ils repartent sur la même physionomie que la saison précédente. En plus de ça, sur les recrues qu'ils ont fait cette année, Aït Nouri blessé.
Il sort, mais en plus tôt dans le match, hein, je crois, 25, 30e minute, quelque chose comme ça. Blessure, il semble à la cheville. On sait pas encore, alors là j'enregistre cette vidéo, on sait pas encore combien de temps il en a. Pourtant, un City qui a énormément tenté avec 1,55 XG sur ce match-là contre 1,11 pour Tottenham. Donc ils ont plus eu d'occasions franches que Tottenham. Mais dans le dernier geste, ça a énormément manqué. Erling Haaland a été grandement absent des débats sur ce match-là. Il a été assez invisible en dehors de cette action où il fait la passe à Marmouche. En dehors de ça, du côté de Tottenham, les attaquants étaient plutôt en vue, que ce soit Brendan Johnson, que ce soit Richarlison, mais même Solanke une fois qu'il est rentré, qui a d'ailleurs permis à Trafford de faire 2 parades dans ce match d'affilée. Qui jusqu'à présent, ça se passait vraiment pas bien, vraiment Trafford, match catastrophique. C'est son 2e match pour City, vraiment, voilà, nouvelle recrue encore une fois, comme Hermansen juste avant. C'est vraiment, voilà, des joueurs qui doivent s'adapter un petit peu à leur nouveau cadre, ce qui est toujours compliqué, même pour un gardien, il y a une certaine pression qui sont posées dessus, en plus Trafford est assez jeune. Mais 2 grossières erreurs, notamment la première sur Kudus, une énorme faute où il touche à la fois le ballon de la main en dehors de sa surface, mais également pulvérise Kudus d'un coup de genou dans l'abdomen. C'était une sortie, tout ce qui est le plus conventionnel en tout cas. Mais bon, normalement il aurait dû sortir sur carton rouge à ce moment-là. L'arbitre ne l'a pas vu, la VAR n'est pas revenue dessus. Ça par contre j'ai pas du tout compris comment la VAR n'a pas pu revenir sur une telle action. Mais bon, suite à ça, dans la foulée, sur le 2e but, remise, enfin jeu vers l'arrière à la City, hein, toujours jouer avec le gardien, essayer de remiser avec les défenseurs et ouvrir des espaces pour faire monter le bloc adverse. Mais à ce moment-là, il fait la passe à Ruben Dias, mais il loupe complètement sa passe, il la remet directement sur Richarlison. Il arrive cependant à décaler un petit peu Richarlison sur le côté, mais Paulinho arrive à ce moment-là, tire, but quasiment vide. Voilà, 2e but, 2-0 pour Tottenham, la boucle est bouclée, Trafford a complètement tué son équipe. Mais sur la fin, il réussit quand même, hein, après les actions de Solanke, la frappe de Solanke à arrêter un but, donc quand même, allez, il y a un petit moment de réussite dans ce match pour Trafford, mais bon voilà, ça n'empêche pas que sa prestation est catastrophique. Cette prestation de Trafford va pas arrêter les rumeurs autour du gardien au niveau de City. Avec le départ normalement d'Ederson, on parle de l'arrivée de Gigi Donnarumma. Personnellement, je ne prendrai pas Donnarumma, je trouve pas que ce soit un gardien City compatible, tout simplement parce que jeu au pied moyen, sorti sur coup de pied arrêté en général. Moyen, ça fait, allez, 6, 7, peut-être 10 ans qu'on connaît Donnarumma maintenant, entre l'AC Milan, l'Italie et Paris. Il a toujours eu des problèmes de jeu au pied, mais surtout des problèmes sur tout ce qui est sortie aérienne, sur coup de pied arrêté. On sait aujourd'hui l'importance que ça a en Première Ligue, donc je ne pense pas que Donnarumma soit la solution au problème de City. Maintenant, on va voir ce qu'il advienne. Il reste 4 jours avant la fermeture du mercato. Donc voilà, équipe effrayante de Tottenham, ça me fait chier de le dire, mais on peut voir une équipe qui cherche vraiment à dominer physiquement son adversaire. L'arrivée de Thomas Frank a vraiment métamorphosé cette équipe, je trouve, sur le plan en tout cas de l'envie et sur les plans qu'ils peuvent avoir. Il est vraiment versatile, il peut s'adapter un petit peu à qui il a en face. Il amène aussi ce côté qu'il a apporté de Brentford, une équipe vraiment très vigoureuse, ce qui convient totalement à Tottenham. On a vu qu'avec la perte de Maddison, il y a certes une perte de technique au milieu de terrain, mais avec Paulinho, avec Pat Matar-Sarr, mais également Richarlison en pointe et leur défense, que ce soit Van de Ven, Romero, Pedro Porro, c'est que des joueurs physiques. Et ça va totalement avec l'esprit de Thomas Frank, donc vraiment match parfait de leur part, connexion entre coach et équipe juste magnifique. Donc voilà, grosse transformation de Tottenham. Après, on sait ce que ça avait donné avec Ange Postecoglou, par exemple. Le début de saison à son arrivée était juste incroyable. On parlait de prétendant au titre avant de complètement s'effondrer suite à de nombreuses blessures, effectivement. Mais voilà, faudrait pas que Tottenham retombe dans les mêmes lacunes qu'avant. Voilà, très très beau match de leur part. Ils sont effrayants. On verra ce que ça donne. On n'est qu'à la 2e journée, mais voilà, déjà très très bon début de saison de leur part. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt le cas City qui, comme lors de la saison précédente, me fait vraiment peur. On a l'impression qu'on a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire des problèmes de solidité défensive, mais également des problèmes de transmission, ce qui n'a jamais été un problème à Manchester City, qui a toujours été leur point fort, c'est-à-dire poser le pied sur le ballon, être capable d'échanger les uns et les autres et de se déplacer, de toujours proposer différentes possibilités dans le jeu. On voit plus trop ça actuellement. Le milieu de terrain absent,
Tout simplement, depuis le départ de KDB, c'est très compliqué. Là, on a vu que sur ce match-là, ça a été très dur pour Ryan Cherky. Totalement invisible, d'ailleurs, qui est sorti, je crois, à la 60e ou à la 50e, quelque chose comme ça, très très tôt dans le match. Reinders, à la différence du match contre Wolverhampton, ça a été beaucoup plus difficile. Alors certes, Wolverhampton, c'est pas le même calibre que Tottenham, mais voilà, il faut vraiment qu'ils trouvent des automatismes tous ensemble. Il y a eu beaucoup de changements dans ce groupe. Pep Guardiola, on a l'impression quand même qu'il a du mal à trouver un petit peu la balance avec ses joueurs. Voilà, à voir ce que va donner un petit peu les matchs futurs. Je crois que sur les prochaines confrontations, ils ont Arsenal, mais pas d'autres gros morceaux sur les 3-4 prochains matchs. Donc peut-être le temps de se roder un petit peu. À voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai très peur pour City pour la suite. Maintenant, on va parler de mes Gunners. Et ouais, Arsenal, match de patron, 5-0 à Leeds. Donc Leeds, franchement, j'ai regardé leur match, sachant qu'on allait les affronter ensuite face à West Ham. Alors on sait que West Ham, c'est pas une bonne équipe, mais vraiment, ils avaient développé un jeu. Ils sont vraiment un jeu léché. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu du côté de Leeds. Mais voilà, Arsenal a tout de suite su poser le pied sur le ballon, a tout de suite su s'imposer. On a vu notamment beaucoup de schémas de jeu, que ce soit avec Zubimendi, Odegaard, qui arrivaient facilement à se trouver, mais également beaucoup de ballons qui sont passés par Madueke, par l'aile gauche, avec Calafiori. Très belle connexion entre les deux, beaucoup de dédoublements, Calafiori qui se propose énormément, Madueke également qui a montré de l'envie, et j'ai vraiment vu un joueur qui voulait prouver, ce qui me plaît totalement. Premier but sur coup de pied arrêté. Bien sûr, faut débloquer dans notre style de jeu ce match. But de Timber, vraiment très rare d'ailleurs de voir Timber marquer sur coup de pied arrêté. On est plus habitué à du Gabriel, à du Saliba. Mais là, Timber a réussi à nous débloquer le jeu. D'ailleurs, Timber, homme du match, magnifique match, doublé sur corner. Et passe décisive pour Saka lors du deuxième but qui a crucifié le gardien. C'était vraiment une frappe du droit imparable. Et enfin, le but de notre numéro 9, de notre nouveau joueur, Guillaume Quérès. Pas le masque, on le met. Ça fait vraiment plaisir de voir Guillaume Quérès marquer. On a senti toute la rage qu'il a évacuée au moment de son but, avec sa fameuse célébration où il se recoiffe pour parler aux gens qui ont pu le dénigrer sur Twitter. Bon, alors ça, je trouve ça un peu gamin de réagir à sûrement des gamins de 13 ans qui envoient des pics, même si je sais que certains commentateurs, sans citer Harry Barr, lui tombent beaucoup sur le dos. Voilà, en tout cas, doublé pour lui, sur penalty, le deuxième but, et surtout, entrée de Max Doman, une entrée de patron, un gamin de 15 ans. Il est arrivé, il a suppléé Saka, de la meilleure des manières, provoqué 2 fautes, dont un penalty qui mène au but de Guillaume Quérès. Grosse tache noire au milieu de ce match, les blessures de Odegaard et de Saka. Alors, il me semble qu'Odegaard, c'est pas trop grave. Cela n'empêche qu'il y a quand même une petite frayeur au niveau de son épaule. C'est plus Saka qui va nous déranger, ou Saka, on a eu l'annonce justement, va être absent pendant 3 à 4 semaines, ce qui fait qu'il va louper les matchs de Liverpool et de City normalement. Il devrait être de retour après trêve internationale normalement pour jouer contre Newcastle, mais c'est pas sûr qu'ils sont encore totalement rétablis et qu'ils jouent. Donc sur les 3 gros prochains matchs qu'on a, même Nottingham Forest, qui est pas un match facile, sur les 4 gros matchs qu'on a là dans la suite, on perd Saka, ce qui est quand même une grosse perte. Mais bon, quand je vois ce qu'ont fait nos joueurs, que ce soit Madueke, que ce soit Ethan Nwaneri, que ce soit Max Doman, voilà, sur le front de l'attaque, vraiment j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Notre défense, toujours impérial, hein, franchement, Saliba, Gabriel, meilleur paire défensif de Première Ligue, il n'y a rien à dire, c'est clean, il n'y a rien qui est passé. Nos latéraux, excellents. Quand on voit actuellement le banc qu'on a, malgré les blessures, on a fait rentrer que de la qualité, que ce soit à la place de Calafiori, quand MLS rentre, voilà, on sait que c'est un joueur de qualité qui rentre. Quand on a du Rice qui sort, du Merino qui prend sa place, c'est top également. Même si au milieu de terrain, Merino il n'a pas encore prouvé plus que ça, mais voilà, on sait quand même que ça reste un joueur de qualité, un joueur qui n'a pas peur d'aller au combat. C'est ce qu'il nous faut aussi. Norgard actuellement encore absent, je crois, pour problème physique. Donc à voir un petit peu au niveau des blessures. Ça commence quand même tout doucement, hein. On a déjà Norgard, on a déjà Saka, on a déjà Odegaard qui sont blessés. Ça commence à faire beaucoup. On a aussi Kai Havertz qui est blessé. Donc bon, finalement, comme l'année dernière, il est peut-être temps de changer ce staff médical d'Arsenal, ça commence vraiment à faire peur.
En tout cas, très bon match des Gunners, ça a fait vraiment plaisir. On va voir ce que ça donne le week-end prochain, dimanche, à Anfield. Ça, vraiment, premier gros match de la saison pour Arsenal. On espère en sortir évidemment avec la victoire. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'a pas gagné à Anfield. Alors, on a réussi dernièrement à beaucoup s'en tirer avec des matchs nuls. Mais gagner à Anfield, c'est quelque chose qui nous échappe en permanence. Donc, j'espère vraiment que cette fois, ça va être la bonne. Parce qu'on a vraiment une belle équipe et je pense qu'il y a de quoi faire avec. United. Un énorme point d'interrogation, cette équipe, cette année. Très beau recrutement. Honnêtement, Cunha, Sesko, Mbeumo, bon, 250 millions à peu près les trois, ce qui est énorme. Mais n'empêche qu'ils avaient besoin justement de buts cette saison par rapport à la saison dernière où ils ont eu beaucoup de mal à finir leurs actions. Voilà, donc on espère que ça va leur permettre d'ouvrir un petit peu les portes des buts. Mais très compliqué. Début de match hyper convaincant, franchement Cunha, moi j'adore. Cunha, pour moi actuellement c'est leur recrue phare. Que ce soit contre Arsenal ou contre Fulham, j'ai trouvé qu'il a montré de très belles choses. Franchement, Cunha, techniquement, c'est très fort. Sur ses premières touches de balle, à chaque fois, il arrive à faire la différence. Il arrive vraiment à déstabiliser l'adversaire sur un contrôle, sur un décalage, sur un jeu de corps. C'est vraiment hyper impressionnant. Malheureusement, ça manque à la finition. En face, il a eu un super gardien qui a été Leno, ancien gardien d'Arsenal. Vraiment au top. D'ailleurs, je regarde Fulham, c'est une équipe d'Arsenal. Que ce soit avec des Iwobi, des Leno, des Smith Rowe, franchement. D'ailleurs, tous ont été très bons sur ce match-là. Mais voilà, United, grosse difficulté à terminer leurs actions. Pourtant, entrée de match, je me suis dit, ils vont les détruire. Franchement, je me suis dit, United va faire un massacre à Fulham. Entame de match, débordante d'énergie, que ce soit Cunha, Mbeumo, chacun sur leur côté. Il y a eu Mount aussi, Mount qui propose énormément de choses. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose depuis le début de saison, je m'y attendais pas. C'est un joueur en général plutôt décevant sur les dernières saisons depuis qu'il est arrivé à United, c'est-à-dire depuis 2 saisons si je dis pas de bêtises. Il a vraiment eu du mal à s'incorporer, mais là, depuis le début de saison, avec le nouveau plan d'Amorim, je trouve qu'il est vraiment disponible. Après, il manque toujours cette solution dans la surface. Il manque toujours ce joueur capable de finir les actions de United. C'est ce qui a vraiment pêché sur ce début de match. L'arrivée de Sesko plus tard dans le match aurait pu débloquer ça, mais il se cherche encore. Il est nouveau dans ce groupe, il n'a pas encore suffisamment joué avec ses coéquipiers, donc c'est normal qu'il galère un petit peu. Cependant, on constate vraiment toujours les mêmes problèmes à United, c'est-à-dire ce milieu de terrain très dysfonctionnel. Que ce soit Bruno Fernandes ou Casemiro, les deux n'arrivent pas à jouer ensemble. Fernandes veut absolument tout faire sur le terrain, que ce soit les corners, les dégagements presque du gardien, les coups francs du milieu de terrain ou de près et les pénaltys. Voilà, il veut être sur tous les tableaux, ça devient vraiment un problème. En fait, il mange un petit peu sur la place de tout le monde et du coup, on n'arrive pas à créer de bons déplacements, à bien ouvrir l'espace sur le terrain parce qu'on sait que de toute façon, tous les ballons vont passer par Fernandes, donc il y a juste à le boucler lui. Casemiro, depuis qu'il arrive à United, c'est une catastrophe. Voilà, depuis qu'il a quitté le Real de Madrid, c'est une catastrophe. Balle au pied, c'est vraiment mauvais. L'impact physique qu'il pouvait mettre avant au Real, on n'arrive pas à la retrouver ici. Il a vraiment du mal à s'imposer en Première Ligue. United fait son match, lance un petit peu la chose. On sent vraiment, au début, on se dit vraiment qu'ils vont éclater Fulham. Première grosse occasion dans la surface, sur coup de pied arrêté. Et énorme faute de Bassé. Mais énorme faute, il s'est pris pour Teddy Riner. Il a fait un Awashigiri sur Mount. Donc penalty tout à fait validé, c'est la VAR même qui revient dessus. Franchement, il y a rien à dire, il y a penalty. Bruno Fernandes qui se place pour son penalty, qui se fait toucher par l'arbitre et on connaît Fernandes, il peut jamais s'empêcher de l'ouvrir. Donc il faut qu'il commence à râler sur l'arbitre, il faut qu'il commence à lui rentrer dedans, ce qu'il le sort totalement de sa bulle au moment de tirer son penalty et il l'envoie tout simplement dans la lune. Donc après Dembélé, c'est au tour de Fernandes. Donc vraiment, Fernandes, très mauvais match. C'est lui qui a plombé tout simplement son équipe. Suite à ça, United continue de pousser. Ils ont un nouveau corner. À ce moment-là, Yoro sort, met un énorme coup de casque qui rebondit sur le défenseur de Fulham et qui rentre. Donc ça comptera comme un but contre son camp de la part du défenseur de Fulham parce que d'après ce qu'on a vu, la tête de Yoro était sortante. Mais voilà, action concrétisée après toute la pression qu'ils ont mis sur Fulham. Ils arrivent finalement à mettre un but, même si c'est pas d'un de leurs joueurs. Mais par la suite, United s'endort. Vraiment, on sent qu'ils baissent le pied, on sent que Fulham commence à remettre énormément le pied sur le ballon, il commence vraiment à devenir dominant dans le jeu, il commence vraiment à avoir des vrais schémas de passe, il commence à vraiment poser le pied sur le ballon et à entrer dans la surface de United.
pour ensuite, grâce à Iwobi, délivrer ce magnifique centre. Vraiment, le centre, il est parfait. Il est parfait. Il est à la fois compliqué pour le gardien parce qu'il rentre dans le but et à la fois il est fuyant pour les défenseurs. Smith Rowe arrive, coupe la trajectoire de la balle et la rentre. But 100% Young Gunner, ça fait plaisir. Et jusqu'à la fin du match, on sent vraiment que Fulham est dominant, que United s'est éteint au fur et à mesure, il commence à paniquer. On sent vraiment un problème plus de l'ordre psychologique du côté de United. C'est-à-dire que techniquement, c'est bon. En fait, United, je sens que c'est une équipe qui, quand elle va avoir le déclic, va performer en Première Ligue. Le problème, c'est qu'il leur manque cette confiance. En fait, ils ont tellement subi sur les dernières saisons, mais notamment sur la dernière, qu'on sent que dès qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans leur sens ou dès qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leurs actions, il y a un doute. Il y a un vrai stress. On sent vraiment une pression qui est mise sur eux et ils n'arrivent pas à en sortir. Donc tant qu'ils n'auront pas eu ce match où ils arriveront, je pense, à ouvrir le score rapidement et à mettre en place un jeu très rapide où ils arriveront à ouvrir le score pour 1 ou 2 buts, là, ils commenceront à reprendre de la confiance. Tant que ça n'arrivera pas, il y aura toujours un doute, ils auront toujours peur. Et ça sent en fait dans leur jeu, ça sent que dès qu'ils loupent, ils reculent énormément et ils n'arrivent plus à développer leur jeu. Et c'est là que ça commence à poser problème. Pour Amorim, là, ça commence à devenir très grave. 29 matchs, 28 points seulement. C'est une catastrophe, je crois que c'est jamais arrivé, ça c'est sûr, pour un coach de United, en tout cas RPL. Là, ça commence à être chaud pour lui. Je pense que s'il continue comme ça d'ici octobre, il part. Voilà, Amorim n'aura peut-être pas le temps de vraiment mettre en place son jeu. Je pense qu'il faudrait lui donner du temps, je pense que c'est vraiment un excellent coach. Un peu comme Arteta, il faut lui laisser quelques années pour se mettre en place et pour mettre en place son jeu. C'est normal que sur la première année, donc déjà l'année passée, il a récupéré l'équipe de Ten Hag cours de saison. Donc c'est normal qu'il n'ait pas réussi à mettre son jeu en place. Là, il a eu toute la trêve estivale. Maintenant, il va falloir des résultats. Donc dès la semaine prochaine, s'il ne gagne pas, ça va commencer à être compliqué et on va pouvoir commencer à parier sur le départ d'Amorim. Et on finit ce débrief sur le match du week-end. Très clairement, ça a été le match du week-end. Newcastle-Liverpool. Tout était fou dans ce match. L'ambiance à St. James Park était folle. Franchement, les supporters étaient en feu. On sentait qu'il y avait aussi cette pression autour du départ d'Isaac à Liverpool, qui a fait chauffer un petit peu le public et qui également excite un petit peu les joueurs. On sentait vraiment que les joueurs voulaient se la mettre parce que ça a été faute sur faute. J'ai rarement vu autant de fautes dans le début d'un match. C'était que ça. Les joueurs se rentraient dedans, ça se tirait les maillots, ça se cassait les jambes. Notamment d'ailleurs Gravenberch qui fait une énorme faute sur Guimarães au milieu de terrain, qui aurait pu valoir un rouge. Honnêtement, j'ai revu l'action après, parce que sur le coup, je m'étais dit pendant le match, ouais, c'est une grosse faute, mais ça va encore. Et en fait, en regardant après-match, je me suis vraiment dit, ouais, en fait, ça méritait sûrement un rouge direct. Heureusement pour lui, c'est pas arrivé. D'ailleurs, c'est lui qui va délivrer suite à une énorme débauche d'énergie de la part de Newcastle. Newcastle a dominé les 30 premières minutes du match. Mais quand je dis dominer, c'est sans partage. Franchement, Liverpool était inexistant. Il loupait pareil, un petit peu à la City, beaucoup de passes approximatives, beaucoup de schémas qui passaient pas, et une impact physique de la part de Newcastle. À chaque fois qu'un joueur de Liverpool avait le ballon, il y avait au moins 3 joueurs de Newcastle dessus pour l'empêcher de sortir. Donc vraiment, il récupérait les ballons très haut, c'était impressionnant. Gordon, il nageait sur le terrain. Pendant les 25 premières minutes, on voyait que lui. Dès qu'il touchait le ballon, c'était dangereux. Dès qu'il touchait le ballon, il l'éliminait. Par la passe, par le déplacement, par le dribble. Son contrôle, alors je ne sais pas si vous voyez l'action où il finit sur le dos je crois que c'est Gravenberch, où il finit ou de Konaté, je sais plus. Où il finit sur le dos de Konaté, je crois, et il fait un contrôle avec la balle qui lui arrive dans le dos. Enfin, il n'y a rien qui va. Déplacement, tout était intéressant. Mais voilà, énormément de fautes, le jeu haché sur le début. Jusqu'à l'ouverture du score de Gravenberch, frappe à peu près des 25 mètres, complètement contre le cours du jeu. Donc ça a complètement cassé un petit peu la dynamique de Newcastle. Mais Newcastle continue à poser le pied sur le ballon, mais on sent de l'énervement. Et le résultat de cet énervement, si vous avez vu le match, vous le connaissez, c'est la faute de Gordon sur Van Dijk. Vraiment un boucher. Un boucher. Il est arrivé, il a voulu lui casser le tibia. Il est arrivé crampon en avant sur le mollet. Il a laissé des traces tout le long. Vraiment, il s'est pris pour Wolverine. Et il lui a planté. Je crois qu'on a une image de Van Dijk qui sort son mollet avec 3 griffures dessus. Bref. Rouge direct. Totalement mérité, hein. Totalement mérité. Là-dessus, on peut pas revenir. Par contre, dans le même temps,
Konaté également méritait un carton rouge. Konaté avait pris un gros carton jaune qui était normal, voilà, c'était un carton jaune. Et par la suite, il pousse, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je vais en dire une. Ouais, je sais plus s'il pousse Tonali ou Barnes. Bref, en tout cas, il pousse un des attaquants de Newcastle qui tombe. Hein. Et à ce moment-là, Konaté est dernier défenseur. Il aurait dû prendre un deuxième carton jaune. Il aurait dû sortir du terrain. Donc beaucoup de fautes d'arbitrage, notamment plus à l'avantage de Liverpool sur ce match-là. C'était une boucherie. Cette première mi-temps, c'était une boucherie. Deuxième mi-temps, on revient un peu plus dans un jeu de position où Liverpool arrive à déposer le jeu. À ce moment-là, ils sont à 11 contre 10, donc forcément beaucoup d'avantages là-dedans. Ils réussissent un petit peu plus à installer leur jeu. Contre Liverpool, Gakpo qui récupère le ballon, qui essaye de transmettre à Ekitike, mais qui se fait contrer. Mais au moment où il a le contre favorable, il peut la remettre à Ekitike. Poteau rentrant, comme le but de Gravenberch, même poteau. Voilà, 2-0 pour Liverpool. À ce moment-là, tout le monde, je pense qu'on était tous pareils pour se dire, bon, à 11 contre 10, Liverpool, champion actuel, 2-0 face à Newcastle, c'est terminé. Et là, Guimarães, un battant, un guerrier sur le terrain, j'ai rarement vu ça. Le mec n'a pas lâché, il devenait fou sur le terrain. À un moment, il a failli s'arracher le short. À la fin, il donnait des coups de tête dans le ballon. Enfin, c'est un malade. Mais il arrive d'une tête, mais violente, hein, une tête violente. Il met un magnifique but. Alisson, il peut rien faire dessus. Voilà, déjà 2-1 à ce moment-là pour Liverpool, mais voilà, petite remontée de Newcastle. Et là, on sent que le public se réveille. On sent que le public y croit. Moi, honnêtement, j'y croyais pas. Je me dis, bon, ils ont marqué un but, c'est beau. Mais ça va pas aller plus loin, hein. Ils vont se fatiguer, ils ont quand même un joueur de moins. En plus, vraiment, grosse débauche d'énergie depuis le début du match. Je me dis, Newcastle va pas aller au bout. Et après, tu as William Osula qui vient après une balle qui passe au-dessus de Konaté. Franchement, Konaté, très mauvais match. Il a vraiment pas été bon sur ce match, tout simplement. Défensivement absent, beaucoup de fautes. Comme je dis, il aurait dû prendre un carton rouge au début du match. Voilà, match à oublier de sa part. Van Dijk, heureusement qu'il était là. Et Osula, qui conclut une action un petit peu cafouillie, qui repart, la balle passe au-dessus de Konaté, il la récupère, plat du pied, but 2-2, 88e minute. On se dit, moi je me dis c'est bon, ça se finit là-dessus, c'est déjà fou. 2-2, le stade il explose, on voit le dépit sur le visage des joueurs de Liverpool. C'est sans compter sur Liverpool et sa chatte. Sa chatte légendaire. J'ai jamais vu un club avec autant de chance. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, mais vous m'entendez, ces dernières minutes déjà, 11 minutes de temps additionnel. Bon, là, c'était abusé. Ça méritait jamais 11 minutes de temps additionnel, surtout sur cette deuxième période. J'ai pas compris. Mais bon, 11 minutes de temps additionnel. Seul vrai jeu placé de la part de Liverpool. Décalage sur le côté droit. Le ballon qui arrive dans les pieds de Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, bon, un joueur clutch, on connaît. Petite passe, l'intelligence de Szoboszlai de laisser passer le ballon. Et derrière, le jeune Rio Ngoumoua. Franchement, pépite. On l'avait déjà vu pour les matchs de pré-saison, exceptionnel. Il avait notamment mis un but merveilleux face à l'équipe 2 de Villarreal, ou de l'Athletic Bilbao, pardon. Mais voilà, une frappe. Il a pas bronché le gamin. Il a frappé la balle de toutes ses forces, petit filet opposé. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Nick Pope, il peut rien faire. Il garde le ballon passé. Il peut rien faire. Mais faut avoir une paire comme ça pour tenter une frappe pareille, dernière minute d'un match aussi important. Et les jeunes, ils ont pas peur, voilà, c'est la nouvelle génération, c'est les 2009, c'est effrayant, c'est effrayant. Et honnêtement, on voit les émotions. Alors, j'étais un peu dégoûté, parce que moi, le match nul m'allait très bien. Mais pour ce match, il est fou. De toute façon, Liverpool, à chaque fois. Hein. À chaque fois, c'est des matchs à rebondissement. On ne sait jamais comment ça va se finir. Il faut rester jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, en fait, il peut tout se passer, quoi. Donc voilà, Liverpool s'en sort avec la victoire. Donc actuellement, au classement, c'est Arsenal, Tottenham, Liverpool qui sont les 3 seuls clubs à avoir réussi à enchaîner 2 victoires. Donc comme quoi, vraiment, début de saison assez disputé. Vraiment, tous les clubs marquent des points, tous les clubs en perdent. Et ça a été dur pour tous les clubs. Je crois que le seul club pour lequel j'ai pas vu de difficultés jusqu'à présent, c'est Tottenham. Voilà.
Tottenham, pour l'instant, 2 matchs faciles. En soi, ils ont eu 2 matchs très très faciles. Donc voilà, fin de ce premier débrief sur cette deuxième journée de Première Ligue. C'était un petit peu long parce qu'il fallait parler un petit peu de tous les clubs. Prochainement, je ferai plus des débriefs match par match, beaucoup plus courts. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de dire, sans être trop long, ma pensée et tout simplement mon ressenti sur cette journée et sur là où va aller l'APL. Cette année, je pense que ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Je parlerai dans d'autres vidéos un petit peu de mes pronostics sur vainqueur, deuxième ou autre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut mes cracks, c'était All In PL.